Mes amis, bonsoir. L'actualité va vite. Je me suis rendu donc à l'Élysée et l'idée m'est venue, chemin faisant, qu'il était peut-être honnête de profiter de cette proximité pour poser une dernière fois au général de Gaulle la question que déjà je lui avais présentée hier. J'ai été reçu par monsieur le chef du service de presse, monsieur Pérolle, et après un court entretien, monsieur Pérolle a tenu à me faire une nouvelle réponse du général à ma lettre. Il n'était plus question de temps perdu. Le général déclarait avoir pris connaissance de ma lettre. Il avait vu et entendu à la télévision ce que les journaux ont appelé ma supplique au général. Et, me disait-on, le général qui répond toujours répondra à votre lettre. Mais il ne pourra le faire qu'après le 5 décembre, car il estime que le président de la République, qu'il est encore, ne peut entamer des pourparlers électoraux avec le candidat que je suis. Il y va, pense-t-il, de la dignité de sa charge. On a le droit d'être de cet avis. Je suis résolument contre, ça n'est pas le lieu de m'en expliquer, et malgré tout, j'ai exposé à M. Pérolle ce que je pensais sur ce point. Par contre, M. Pérolle m'a répondu de la part du général, et m'a autorisé du reste à faire connaître, que le général n'avait reçu mon message ni comme une injure, ni comme une manœuvre politique, et que le contact n'était pas rompu, mais seulement remis à plus tard. J'ai avisé M. Pérolle, loyauté pour loyauté, du contenu de mon dernier enregistrement et des conclusions que j'avais fait connaître à tout le pays. Conclusion du reste que les nuances nouvelles apportées à la réponse du général de Gaulle ne modifiaient en aucune manière. Je lui ai donc dit que j'étais décidé à tout faire, ou tout au moins, comme ça ne dépend pas de moi, à conseiller de tout faire pour rendre inévitable un deuxième tour clarificateur. Que pour cela, je n'avais pas hésité à demander à ces électeurs, aux électeurs gaullistes, de porter leur voix sur mon nom, Marcel Barbu, afin tout à la fois de faire savoir eux-mêmes au général qu'ils approuvaient l'essentiel de mes propositions et qu'ils exigeaient que des pourparlers soient immédiatement engagés en vue de déterminer ce qui pouvait être retenu de ces propositions et afin que des engagements irrévocables soient pris devant la nation tout entière avant le deuxième tour. Enfin, il s'agissait de m'assurer la possibilité de conserver l'accès à la radio et à la télévision grâce à l'obtention de ce minimum de 5% des voix exigées par moi-même dans mes propres propositions. Et je crois que le poids dont mon passage dans ces élections aura pesé me permet honnêtement de revendiquer cette possibilité. Que me reste-t-il à faire? Tout d'abord, un appel à mes amis. Comme je le pressentais, tout mon monde est troublé. Ceux de droite, ceux de gauche, puisqu'il y a de tout chez nous, se demandent bien ce que peut signifier mon attitude. Chacun aurait voulu que je prenne parti pour ou contre tel ou tel. Il y a heureusement l'énorme troupe des autres qui sont la quasi-totalité, qui eux me font confiance et qui sont bien de cet avis que peu importe d'où vient le bonheur du peuple pourvu qu'il vienne réellement. Je demande donc à tous mes amis, quelle que soit leur nuance, votez bien sûr si vous êtes membre d'un parti comme votre parti vous le demandera, vous l'eussiez fait en toutes circonstances, par conséquent ça ne changera rien à rien, mais à tous les autres je dis bien sûr, votez fermement Barbu, Barbu n'est pas un traître. Et à tous ceux de France qui nous ont envoyé une adhésion sincère, forte, je dis aussi, votez, n'ayez pas peur, la trahison ne sera jamais mon fait. Je lance ensuite un appel aux électeurs du général de Gaulle.
Il y a parmi eux les fanatiques, eh bien mon Dieu, à eux aussi je dis allez voter, votez De Gaulle, il en faut bien un peu. Et aux autres, par contre, à ceux qui sont sincèrement désireux de voir naître un régime de respect de la personne humaine, à cela je dis, votez Marcel Barbu et prenez avec humour ce que je vais vous dire, ça n'est pas pour vous piper vos voix, je ne suis pas un pêcheur de voix, c'est pour mettre gentiment vos voix à la glacière pendant 15 jours. Vous en disposerez ensuite, bien entendu, comme bon vous semblera. Je lance enfin un appel aux électeurs de la gauche et je leur dis, votez bien sûr comme vous avez décidé de le faire, mais réfléchissez bien, faites-le en toute bonne foi à partir de ce critère, le vrai bonheur du peuple, et non pas le triomphe de mon parti. Je ne vous en dirai pas davantage. Je vous demande simplement d'aborder les 15 jours qui viennent, qui à mon avis vont être décisifs, dans cette lumière-là. Conclusion. Il nous faut donc imposer le ballotage. Il faut pour cela que tous les amis de Barbu votent Barbu, je le redis, que beaucoup de gaullistes votent pour Barbu afin d'obtenir du général de Gaulle qu'il accepte le dialogue et l'engagement avant le deuxième tour. Il faut ouvrir un large et clair débat entre les deux derniers candidats. Nous verrons bien ce qui en sortira. Les Français ensuite jugeront et choisiront, mais vraiment en toute clarté. D'ici le 19 décembre 65, je demanderai seulement une petite faveur, j'espère bien l'obtenir, que me soit garantie la participation au pourparlers et le droit d'en rendre compte jour après jour à tous les Français. Je pense que je peux remplacer M. Benedetti très avantageusement au journal Parler le soir, par exemple. Le monsieur qui dit Barbu. Qui donc aurait peur d'une telle démarche? De Gaulle? Mitterrand? Moi qui suis un rien du tout, je n'en ai pas peur. Et souvenez-vous, Français, que votre liberté, que votre avenir, celui de vos gosses, sont entre vos mains et je ne ris plus. Le risque est nul. Croyez-moi, le dimanche 5 décembre, mes amis, mes copains, votez pour Marcel Barbu. Et vous, gaullistes, non fanatisés, votez aussi pour Marcel Barbu. Vous savez bien que je n'ai d'autre ambition que de rétablir notre liberté d'homme par l'amour, par la justice et par la vérité. Et cette première tâche accomplie, je crois avoir fait courageusement mon devoir. Je vous avoue que depuis 20 ans, je me sens enfin libéré d'un poids qui me pesait sur la conscience et que pour une fois depuis 20 ans, c'est de tout mon cœur que j'ai envie de crier « Vive la France !» Ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, vous, Françaises et Français, qui cherchez en conscience où se trouve le devoir, qui vous interrogez sur ce qu'il convient de faire pour la France le 5 décembre prochain, et moi, candidat unique de la gauche à la présidence de la République, qui vous demande de m'écouter et de comprendre pourquoi je fais appel à vous. Oui, ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps. Je suis candidat contre le général de Gaulle, contre lui seul, car lui seul compte, à droite. Mais ce n'est pas une affaire facile. Si je l'ai entreprise, c'est parce que je crois de toute ma conviction que nous sommes à la croisée des chemins. Le général de Gaulle se fait certainement de la France une idée respectable. Mais il oublie le plus souvent de s'occuper des Français. Or, où en seront les Français dans 10 ans? Sans débouchés, puisqu'on les prive de l'Europe et puisqu'on casse le marché commun. Sans avenir, puisqu'on stérilise notre économie, puisqu'on lésine sur les crédits de l'éducation nationale, puisque 6% seulement des filles et des fils, des ouvriers et paysans accéderont aux postes de responsabilité dans notre société, puisqu'il nous faudrait 3 fois plus de chercheurs scientifiques, puisqu'au sortir de l'école, des milliers de jeunes gens iront s'inscrire au chômage. Mais cette situation est sans doute normale si l'on songe
que le général de Gaulle se pose des problèmes qui concernaient nos pères, tandis que moi, et toute la gauche avec moi, j'essaie de me poser les problèmes qui concerneront nos fils. Je sais bien que l'actuel chef de l'État n'ouvre pas la bouche sans expliquer que ce qui va mal en France, c'est la faute de la 4e République, comme le chantonnaient autrefois les muscadins du Directoire. C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Mais soyons sérieux. On voudrait tout de même que la 5e République, qui a maintenant 7 ans, atteigne enfin l'âge de raison. En vérité, depuis la dernière guerre mondiale, la France n'a pas retrouvé son équilibre politique et nous sommes allés d'un extrême à l'autre. Sous le régime précédent, le Parlement avait accaparé tous les pouvoirs. La 4e République s'est enlisée dans les guerres coloniales. Elle a fini dans l'anarchie. Et personne ne la regrette. La 5e République, elle, c'est un régime propriété personnelle du général de Gaulle. Est-ce tellement mieux? J'ai l'impression que si le chef de l'État, malgré les atteintes de l'âge, veut encore 7 ans de pouvoir, c'est d'abord parce qu'il ne voit autour de lui et parmi ses amis personne qui soit digne d'assumer la fonction. Et c'est bien ce qu'il voulait dire l'autre jour, lorsqu'il proclamait « moi » ou le néant. C'est ensuite parce que lui parti, il sait bien que son régime est perdu. Et c'est enfin, je le crains, parce qu'il a cessé de croire dans les chances de la France. Je préfère, je l'avoue, l'attitude d'un Winston Churchill, qui, en pleine gloire et son parti battu, adresse ses vœux de réussite à ses concurrents plus heureux. Car au-delà des hommes, quel que soit leur mérite, l'histoire continue. Et c'est douter de son pays que de se croire irremplaçable. Les républicains, par conviction, autant que par tradition, combattent le pouvoir personnel. Mais est-il bien sûr qu'en 1965, la majorité des Français, tiraillés par une propagande de caractère totalitaire, et fatigués qu'ils sont de cette république anonyme, ou plutôt de cette république aux 1001 visages qu'ils ont vu défiler depuis un demi-siècle, est-il bien sûr que la majorité des Français soit hostile au pouvoir personnel? Certes, ce n'est pas nouveau. On a déjà vu cela dans notre histoire. Une république impuissante, des républicains divisés, et cela produit, selon le cas, un 18 Brumaire avec le premier Bonaparte, ou un 2 décembre avec le second. Rien d'étonnant dès lors si le 13 mai 1958 nous a rendu Charles de Gaulle. Seulement voilà, qu'est-ce que le pouvoir personnel, sinon l'abandon par près de 30 millions de citoyens français de leur destin dans les mains d'un seul homme, sinon l'abdication de la souveraineté populaire au profit d'un guide ou d'un maître. C'est parce qu'elle a compris cela que la gauche, pour la première fois depuis 30 ans, s'est enfin réunie. C'est pour cela que pour la première fois depuis 30 ans, la gauche, autour de moi, s'est rassemblée face à une droite dominée sans doute par la personnalité du général de Gaulle, mais profondément divisée. La gauche contre la droite, peut-être pensez-vous que ces mots sont bien vieux et qu'ils ne signifient plus grand-chose. Je vous les abandonne si nous sommes d'accord sur le reste, c'est-à-dire si nous admettons qu'il y a dans toute société ceux que révolte l'injustice et ceux qui s'en accommodent, ceux qui refusent de changer par indifférence ou bien par intérêt, quoi que ce soit, aux structures du passé, et ceux qui, au contraire, recherchent dans le présent les chances de l'avenir. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est un choix, et un choix dans tous les domaines, extérieurs, intérieurs, économiques et sociaux. Ou bien vous voulez que le général de Gaulle,
ou son successeur, que vous ne connaissez pas encore, mais qu'il vous imposera un jour ou l'autre, décide de tout à votre place, ou bien vous voulez décider vous-même. Et comme tous les grands peuples du monde qui ont accédé à la démocratie, assumez pleinement votre fonction de citoyen. Mais si vous vous contentez d'élire une fois tous les 7 ans un président de la République, quitte dans l'intervalle à le laisser libre d'agir à sa guise comme un souverain absolu, alors faudra-t-il croire que les Français s'estiment moins dignes ou moins capables que les Anglais, les Américains, les Allemands, les Italiens, les Suédois, que sais-je encore, qui, eux, exercent constamment un contrôle sur ceux qui les gouvernent. Mais j'ai dit qu'il fallait choisir, et voici des exemples. Fabriquer la bombe atomique, dépenser pour elle des milliers de milliards d'anciens francs, comme le veut le général de Gaulle, plutôt que de construire les écoles ou les logements dont nous avons besoin, comme je le demande. C'est un choix à faire, mais qui vous concerne et qui vous regarde. Un seul avion Mirage 4, porteur de bombes atomiques, qui sera démodé dans 5 ans, coûte plus cher que 300 logements HLM. Refusez, comme l'a fait le général de Gaulle, d'arrêter les expériences nucléaires qui polluent l'atmosphère et qui frappent dès leur naissance la santé de nos enfants, plutôt que d'inviter le monde, comme je le demande, à cesser cette course infernale au surarmement. C'est un choix à faire, mais qui vous concerne et qui vous regarde. S'enfermer, comme le général de Gaulle, dans un nationalisme étroit, assorti d'un jeu compliqué de coalitions et d'alliances changeantes, qui ont déjà précipité les peuples au XIXe comme au XXe siècle dans les pires catastrophes. Des guerres, des revanches, d'autres guerres, des vainqueurs, des vaincus, jamais les mêmes. Et pendant ce temps, l'Europe ruinée et les peuples pantelants. Plutôt que d'essayer, comme je le fais, de bâtir une Europe saine, solide, unie, ou que de renforcer l'arbitrage international, c'est un choix à faire, mais qui vous concerne et qui vous regarde. Imposer un plan dit de stabilisation, qui bloque les salaires sans freiner les prix, qui entretient un volant de chômage, qui stoppe l'essor de notre industrie, comme le fait le gouvernement de M. Pompidou, plutôt que d'adopter un plan d'expansion continue qui assure le plein emploi, qui crée de nouvelles richesses, qui dirige les investissements productifs et qui fait confiance aux Français dans leur capacité de travail et de production, comme je le demande. C'est un choix à faire, mais qui vous concerne et qui vous regarde. Le taux des investissements productifs en France entre 1961 et 1964, 0%. L'Allemagne, 16%. Lequel des deux pays, dans 10 ans, sera le plus jeune et le plus riche? Acceptez que le revenu global de notre agriculture baisse de 3% chaque année, que le quart des salariés français perçoivent moins de 55 000 anciens francs par mois, qu'on discute à perte de vue sur la misérable allocation des personnes âgées, comme le fait le gouvernement de M. Pompidou, plutôt que de se battre pour la justice sociale, comme je le fais avec toute la gauche. C'est un choix à faire, mais qui vous concerne et qui vous regarde. Acceptez qu'on ne construise que 400 000 logements par an, quand il en faudrait 500 000, et qu'en même temps on laisse des fortunes scandaleuses s'édifier sur la spéculation foncière, comme le fait le gouvernement de M. Pompidou, plutôt que de donner au gouvernement et aux communes le moyen de mettre un terme à cette situation. C'est enfin un choix à faire qui vous concerne et qui vous regarde. Hier, c'était la République des députés. Aujourd'hui, c'est la République d'un seul homme. Demain, il faut bâtir la République des citoyens.
Et c'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que selon le choix qu'on fait, c'est la droite ou c'est la gauche. Et les objectifs essentiels de la gauche, c'est de rechercher dans la société les moyens de fonder le bien-être et le bonheur de l'homme. Cet objectif impose une politique extérieure qui soit au service de la paix, impose une politique intérieure qui soit au service de la justice. Mais je n'aperçois ni l'une ni l'autre au bout de la route que nous désigne le général de Gaulle. Voilà pourquoi je voulais vous parler aujourd'hui. Aucun d'entre nous ne peut être insensible à la voix que nous venons d'entendre. Aucun Français, aucune Française, quelle qu'ait été depuis les désillusions, ne peut oublier l'appel du 18 juin. La gloire des grands souvenirs ne peut être abolie. Mais une élection présidentielle ne peut pas être une commémoration. Elle est une décision, la vôtre, pour l'avenir, pour 7 ans et bien davantage. Nous n'avons donc pas à renier l'histoire, ni à nous enfermer dans le passé de cette histoire. Nous avons plutôt à nous y adosser pour prendre la mesure de la grandeur française et donner au peuple français sa nouvelle marche vers l'avenir. Cet avenir est désormais assuré. La relève est prête. C'est, je crois, la grande révélation de la campagne électorale qui s'achève. Vous ne redoutez plus l'après-gaullisme, vous ne redoutez plus le vide ou le trop-plein, et vous connaissez les grands objectifs qui seront les nôtres. Bâtir l'Europe, marcher résolument, en défendant pied à pied les intérêts français, mais avancer vers les États-Unis d'Europe, créer la prospérité, la faire partager à tous les Français et d'abord aux plus humbles, animer nos régions, faire une France généreuse et sociale. Ces objectifs sont si essentiels, si évidents, que je suis convaincu que si vous me portiez à la présidence de la République, ils trouveraient leur accord au sein du Parlement français, ou sinon une nouvelle majorité les porterait dans la stabilité. Par conséquent, la succession est désormais possible, sans heurts, sans transition, sans à-coups, dans l'ordre, dans le calme. Saisissons cette occasion qui peut ne pas se représenter et qui est notre chance commune pour construire notre avenir. Certains disent encore un peu de temps, plus tard. Mais pourquoi? Si le général de Gaulle, après une longue hésitation, s'est finalement décidé à se représenter, c'est probablement parce qu'il s'est convaincu qu'aucun homme politique, peut-être même dans son entourage, ne pourrait faire admettre au peuple français une politique qui n'est plus conforme aux aspirations des Français, parce qu'elle barre la route de l'Europe, parce qu'elle compromet nos alliances, parce qu'elle ne fait pas avancer suffisamment le progrès social et économique. Mais si le général de Gaulle fait appel à sa légende pour tenter de maintenir et d'imposer encore cette politique, c'est pour nous une raison de plus de la combattre, et c'est la raison de notre candidature. Différer l'échéance qui est inéluctable, accorder un sursis, pourquoi? Pour cumuler les retards que nous avons déjà constatés et dont nous souffrons tous par rapport aux autres pays du marché commun? Mettre en péril les dernières chances qui nous restent de sauver l'Europe unie? Et croyez-vous
que la succession au plan intérieur français serait plus facile dans quelques mois ou dans quelques années. Je suis pour ma part convaincu du contraire. Les difficultés, les rivalités ne pourront que se développer et aggraver la situation. Nous avons au contraire, dimanche prochain, la possibilité de nous prononcer avec un horizon calme et sans qu'aucun orage politique grave nous menace. Nous pouvons donc penser à notre avenir et le construire. Ce qui se passe, ce que vous sentez, c'est que l'histoire est en train de tourner. Le temps de la tragédie, le temps de la guerre et de l'après-guerre est terminé. C'est révolu. Voici maintenant que s'ouvre une période nouvelle pour des horizons nouveaux, pour une génération nouvelle qui doit se mettre en mouvement, assurer la relève, assurer dans l'ordre, dans le calme, dans la continuité, la succession de nos affaires. Mais, bien entendu, nous aurons des efforts à déployer, car la paix, c'est aussi l'effort, mais pour construire, pour bâtir le bonheur des hommes. Encore faut-il que nous ayons le courage de nous rassembler, de briser les vieux clivages du passé, de surmonter des querelles périmées et de forger ensemble la grande force démocrate, sociale et européenne sur laquelle reposera la majorité et la stabilité politique de demain. Voilà les possibilités qui nous sont offertes. Ah, il faut effacer toutes les frontières, non seulement celles qui séparent les nations, mais les frontières intérieures, au-dedans de nos consciences. Il faut que les chrétiens et ceux qui ne le sont pas, il faut que les Français et les Françaises, de toute religion, de toute philosophie, se rassemblent, convergent vers un humanisme social, non pas qu'ils abandonnent leurs convictions. Au contraire, ils doivent se nourrir les uns les autres de leur foi et de ce qui est pour eux la vérité. Mais ils doivent se rejoindre au plan de l'action pour donner à la France des temps modernes un élan nouveau, l'élan d'une France fraternelle, pacifique, généreuse. La voilà la vraie grandeur, celle du mieux-être des hommes, dans l'épanouissement des libertés. Vive la France et vive la République! Françaises, Français, dimanche prochain, en élisant le chef de l'État, vous aurez à désigner le Français que vous estimez en conscience le plus digne et le plus capable de représenter la France et de garantir son destin, car c'est de cela qu'il s'agit. Le président de la République ne saurait être en effet confondu avec aucune fraction. Il doit appartenir à la nation tout entière, exprimer et servir le seul intérêt général. C'est à ce titre et c'est à cause de cela que je demande votre confiance. 5 oppositions vous présentent 5 candidats. Vous les avez tous entendus. Vous les avez tous reconnus. Leurs voix dénigrantes sur tous les sujets, leurs promesses distribuées à toutes les catégories, leurs appels à l'effacement international de la France, ce sont les voix, les promesses, les appels des anciens partis tendant, quoi qu'ils puissent prétendre,
à retrouver le régime d'antan. Aussi le seul point sur lequel s'accorde leur passion, c'est mon départ. Mais ce n'est pas assez, car leurs contradictions mutuelles, leurs clientèles inconciliables, leurs engagements dans tous les sens montrent à l'évidence que l'accession de l'un quelconque d'entre eux au poste suprême marquerait infailliblement le retour à l'odieuse confusion où se traînait naguère l'État pour le malheur de la France. Or, ces jeux-là nous ont coûté assez cher pour que nous ayons appris que dans le monde difficile et dangereux où nous vivons, rien de valable ne peut être accompli sans l'adhésion profonde de la nation à ce qui lui est commun et essentiel. Eh bien, vous le savez, c'est cela que les événements m'ont amené à représenter à travers toutes les tempêtes et par-dessus tous les intérêts. Et c'est au nom de cela que vous m'avez donné votre appui. Pourquoi faire? Pendant la guerre, après le désastre où le régime des partis avait conduit notre pays divisé par eux et privé par eux des armes nécessaires, la résistance qui aboutit à la victoire. Lors de la libération, un ensemble sans précédent de réformes, comme par exemple la sécurité sociale, les allocations familiales, les nationalisations, les comités d'entreprise, le statut du fermage, le droit de vote aux femmes, etc. Réformes qui, en nous évitant de très graves bouleversements, remplacèrent le mauvais système du laisser-faire, laisser-passer. Réformes auxquelles, après mon départ, le régime des partis se débattant dans l'impuissance n'a rien ajouté. Et puis, depuis 7 ans, après son effondrement, devant l'abîme de la guerre civile et devant l'imminence de la faillite économique et monétaire, commença la marche en avant. Par l'adoption d'institutions stables et efficaces, la coopération remplaçant la colonisation, le développement planifié au profit de tous les Français, de notre économie, de notre équipement, de notre enseignement, de nos capacités scientifiques et techniques, bref, l'impulsion dans tous les champs d'action ouverts à nos forces vives. Au dehors, par une politique d'indépendance et d'équilibre, l'action menée partout en faveur de la paix, notamment en Asie où sévit une absurde guerre, l'effort entrepris pour recoudre notre continent déchiré, d'une part en poursuivant l'organisation de l'Europe occidentale et d'autre part en nouant avec les pays de l'Est des rapports multipliés. La présence, l'influence, la culture française s'affermissant dans toutes les parties de la terre. Est-ce parfait? Est-ce complet? Bien sûr que non, puisqu'il s'agit d'une œuvre humaine. Mais cette œuvre-là, qui s'appelle le salut, et puis le début de la rénovation, peut bien être décriée par les champions de la décadence. Elle n'en est pas moins évidente et reconnue du monde entier. Cependant, il faut qu'elle se développe et s'élargisse davantage encore. Oui,
la République nouvelle veut que le peuple lui donne, demain, plus tard et toujours, une tête qui en soit une, et que l'homme, ainsi mandaté pour répondre du destin, notamment dans les jours graves, porte lui-même ses responsabilités. Oui, la République nouvelle veut que notre pays continue d'avancer dans la prospérité, suivant ce que prévoit la loi du plan, de telle sorte que les revenus de tous les Français s'accroissent avec le produit national, sur la base d'une économie concurrente avec celle de tous les autres, d'une monnaie inébranlable et de budget équilibré. Oui, la France nouvelle, comme la République nouvelle, veulent que tout en restant alliés de nos alliés et amis de nos amis, elle ne pratique plus cette subordination à l'égard de l'un d'eux qui serait indigne d'elle et qui pourrait automatiquement, dans certains cas, les jeter dans un conflit qu'elle n'aurait pas voulu. Oui, la République nouvelle veut doter la France d'un armement nucléaire parce que 4 autres États en ont un, parce que tout le monde, sachant qu'elle ne menace personne, il se trouve qu'un pareil instrument revêt pour sa défense un caractère de dissuasion incomparable par rapport au système d'autrefois, parce qu'il ne nous coûte pas plus cher et qui nous a permis de diminuer de moitié la durée du service militaire. Enfin, parce qu'à notre époque atomique, électronique, spatiale, nous ne devons pas priver la recherche, la science, la technique, l'industrie française de tout ce qu'elles peuvent tirer et de tout ce qu'elles tireront pour leur progrès et pour leur activité de cette nécessaire entreprise. Oui, la République nouvelle, qui a déployé pour l'union de l'Europe occidentale de grands et constants efforts, en partie couronnés de succès, veut que l'édifice s'achève dans des conditions équitables et raisonnables, que l'agriculture française entre dans le marché commun effectivement, et sans que, par la suite, quelques commissions dites supranationales ou quelques votes à la majorité puissent remettre tout en cause, que si un jour il s'agit de bâtir une organisation politique des 6, la France, par l'effet de cette même procédure, ne risque pas d'être entraînée sur notre continent dans une action dangereuse et qu'elle n'approuverait pas. Tout cela se fait de telle sorte que jamais ne soit étouffée aucune de nos libertés. Cela se fait en conjuguant et non pas en opposant le courant du mouvement qui porte au changement et aux réformes et le courant de l'ordre qui tient à la tradition et à la règle. Cela se fait grâce aux appels que j'ai maintes fois adressés franchement et directement à chacune, à chacun de vous. Dimanche, ce sera le cas, puisqu'il va dépendre
de vous toutes et de vous tous que je poursuive ou non ma mission. Le 5 décembre, si vous le voulez, la République nouvelle sera définitivement établie. Alors elle prendra le départ pour une autre étape, d'autant plus ardente et féconde. Il s'agit que pendant le temps où je resterai à sa tête, elle redouble son effort national et mondial, qu'après moi, elle demeure normalement et suivant sa ligne, enfin qu'au long de l'avenir, elle procure à notre pays ce qu'elle lui assure aujourd'hui, l'indépendance, le progrès, la paix. Françaises, Français, continuons la France. Vive la République, vive la France. Ce soir, et pour la dernière fois de cette campagne électorale, j'ai rendez-vous avec la France. Tout au long de ces émissions radio-télévisées, je me suis efforcé de vous dire très simplement ce que je pensais, ce que je voulais pour le pays. J'ai voulu vous montrer ce qu'était le rôle du chef de l'État dans la République telle que vous l'avez décidée en votant la Constitution de 1958. Je crois avoir prouvé que cette Constitution n'a jamais été appliquée et vous souhaitez certainement comme moi qu'elle soit la charte durable des rapports, des services publics et du pays tout entier. Mais me suis-je bien expliqué? Ai-je réussi à vous faire partager ma conviction? Car s'il en était autrement, je n'aurais pas rempli ma tâche. Oh, me direz-vous, vous êtes un candidat, vous avez voulu présenter votre candidature, vous cherchez à être élu, c'est normal. Il est vrai, mais ce n'était pas, croyez-moi, l'essentiel de la mission que, un 25 avril, m'ont confié des hommes libres. Je suis en effet le seul candidat dans ce qu'il est convenu d'appeler la course à l'Élysée qui ait été désigné par les autres et non par lui-même. Vous ai-je bien fait comprendre la gravité de la décision que vous allez avoir à prendre? Et je suis plein d'angoisse, car dans une assez large mesure, si vous n'aviez pas saisi l'importance du geste que vous allez accomplir dimanche, c'est que je me serais mal expliqué. Et pourtant, vous le savez, ce que vous allez souverainement décider en mettant un bulletin de vote dans les urnes dimanche, c'est le sort de votre pays pour 7 années. 7 années, c'est long dans la vie d'un homme. C'est le temps qui sépare le moment où à 13 ans il prépare son certificat d'études du moment où à 20 ans il part au service militaire. C'est long dans la vie d'un homme, c'est long dans la vie d'une nation. La nôtre a été si cruellement éprouvée par la plus atroce des guerres qu'elle a besoin dans toutes les phases de la société, elle a un immense besoin de repos, de sécurité, de justice. Elle n'a trouvé encore ni la sécurité, ni le repos, ni la justice. Et j'ai voulu vous montrer que c'était dans le respect souverain des lois de la République qu'elle pouvait retrouver cet équilibre qu'elle avait perdu. Est-ce que j'ai réussi à vous faire partager ma conviction profonde? Je suis moi-même actuellement très ému parce que je sais, étant retourné quand ces images vous parviendront sur mon terroir charentais, je sais que tous vous attendez que des jours meilleurs viennent. Oh, les jours actuels ne sont pas très sombres, mais confusément, vous voyez apparaître ces années d'efforts
que d'ailleurs personne ne pourra vous éviter, mais des années d'efforts qu'il vous faudra supporter dans un certain cadre, dans un cadre constitutionnel, dans un cadre légal, car il n'est de pays qui travaille et qui travaille bien et qui travaille libre que dans un cadre légal. Et le choix que vous allez faire, je vous en supplie, ne le faites pas en considération d'arguments politiques ou d'arguments de faiblesse. Oubliez ce que vous pouvez reprocher à tel candidat, à l'un qu'il est trop vieux, à l'autre qu'il est trop jeune, au troisième peut-être qu'il est trop entre les deux, qui sais-je. Préoccupez-vous de choisir le plus capable. Vous me direz aussi que c'est un drôle de langage pour un candidat, mais c'est que dans cette campagne présidentielle, je n'ai pour ma part rien à gagner. Je ne suis pas un professionnel de la politique. Je me suis mis à votre disposition, je suis et je resterai toujours à votre service, mais si j'osais, je dirais que j'ai peut-être plus à perdre qu'à gagner. Non, j'ai tout à gagner. J'ai d'abord, j'en suis sûr, gagné votre sympathie, votre affection, votre confiance, et cela, quoi qu'il advienne, cela me restera comme un immense bienfait. Mais ce ne serait pas suffisant si, au-delà de cette confiance, de cette affection, je n'avais réussi à vous pénétrer de la gravité. Encore une fois, je le répéterai tant que j'aurai quelques instants à vous parler devant ce petit écran, je vous répéterai la gravité du geste que vous allez accomplir. Et quand je vous disais tout à l'heure que vous alliez décider du sort du pays pour 7 ans, c'est pour bien davantage. En vérité, le choix est terrible. Ou bien, vous allez retomber dans une sorte d'anarchie politique où les intérêts vont s'entrebattre, ou bien, dans le sillage du gouvernement précédent, vous verrez surgir, et peut-être dans son entourage, je ne sais quel nouveau guide ou quel nouveau maître, et alors, c'en sera fini de la France telle que nous l'aimons. Oui, le choix est terrible à faire. Et si vous veniez à vous tromper, je sentirais me remonter à la gorge le cri des anciens âges. Que Dieu protège la France. J'ai trop d'émotions actuellement pour pouvoir vous dire davantage, mais tout de même, dans ces derniers moments, je veux vous affirmer que je crois à la pérennité de notre pays, au-delà de cet automne qui se termine dans les ouragans, la pluie et la tempête, tel l'actuel septennat. Il y a, pour cette France que nous aimons passionnément, tout un renouveau dont je suis sûr qui sera fait de sagesse et de liberté. Cela n'a pas été simple de parvenir jusqu'à vous. Songez qu'en 18 mois de campagne électorale, j'ai eu droit à 1 minute de télévision. C'était en octobre 64 et le général de Gaulle était en Amérique du Sud. Quand il est rentré, il a fait savoir sèchement qu'il se réservait le monopole de la parole. C'est ainsi que j'ai été amené à aller vers le peuple français afin de suppléer la carence des moyens modernes d'information qui, quoique payés par tout le monde, m'étaient refusés. Me voici candidat à la présidence de la République et il nous appartient de parler de politique. Mais voyez-vous, il y a 2 manières de parler de politique. La première, c'est à hauteur de l'État, des doctrines, des partis. Et la seconde, c'est à la hauteur de l'individu, de l'homme, de la femme, de leur bonheur. Je suis avocat. J'ai 38 ans de pratique de mon métier qui m'a rendu sensible avant tout à l'injustice. Et cette injustice, elle s'étale tous les jours
dans les moindres faits divers. Je prends l'exemple suivant. Une veuve, économiquement faible, est morte de froid à Paris, à Charonne. Comment peut-on mourir de froid en 1963 à Paris? Inacceptable. Voici, cela c'est dans la Meuse. Un petit commerçant âgé, saisi, poursuivi par le fisc, de manière impitoyable, et la veille du jour où le solde de ses biens va disparaître, il se pend. Inacceptable, inadmissible. Et voici un enfant dévoré par un rat dans une cave où il habitait, pauvre bébé, avec 10 de ses frères et sœurs, et les parents depuis 8 ans attendaient un autre logement que cette cave. Inadmissible, et cependant, le fait divers passe sans jamais réussir à émouvoir la majesté des pouvoirs publics et leur suprême indifférence à l'égard de l'injustice. Et puis, voyez-vous, j'ai vécu un drame, un vrai drame, qui, celui-là, est le comble de l'injustice. C'était en 1962. J'avais défendu, devant une juridiction d'exception, un jeune pied noir qui avait 27 ans. Il avait défendu sa province comme un Breton, un Provençal ou un Béarnais aurait défendu la sienne si elle avait été attaquée. Il fut condamné à la peine de mort. Et après, j'attendais la convocation que je devais recevoir du chef de l'État. Vous savez en effet qu'un condamné à mort n'attend rien d'autre que l'exercice de ce pouvoir merveilleux que l'on appelle le droit de grâce. Et depuis 1000 ans, le défenseur est appelé à pousser le dernier cri, à lancer le dernier appel, à présenter les derniers arguments. C'est là où réside la chance pour un homme de conserver la vie. Et la convocation, voyez-vous, n'arrivait pas. Ça ne m'étonnait pas, puisque mon jeune pied noir avait été condamné à mort et ses chefs ne l'avaient pas été. Un soir, j'apprends que sans avoir été convoqué, sans avoir pu présenter la requête, c'est pour le lendemain matin. Alors, dans la nuit, on réveille le garde des Sceaux, on lui dit « mais c'est impossible, on va tuer un homme alors que son avocat n'a pas été reçu par le chef de l'État ». Et le garde des Sceaux répond « ce n'est pas une loi, c'est un usage seulement ». Ainsi, voyez-vous, un homme est mort parce que le chef de l'État n'avait pas envie de recevoir son avocat. Il est mort dans la splendeur d'un matin de juin où tout chante la joie de vivre. Cela, c'est le comble de l'injustice. Alors, j'ai été candidat. Et j'ai été candidat pour que toutes ces victimes des injustices sociales, des injustices familiales, fiscales, et de l'injustice suprême également, toutes ces victimes ne restent pas sans porte-parole. Et puis, chemin faisant, ayant décidé d'être candidat, j'ai fait, et vous le savez bien,
j'ai fait seul mon métier de candidat. Il n'y en a pas d'autre. J'ai parlé à 550 000 d'entre vous, afin d'informer, afin de démystifier. C'est un grand effort. Croyez-moi. Et cependant, me voici. Devant vous, je vais très bien. Et je ne suis pas fatigué. Parce que j'appartiens à une race solide et ferme. Mon père, à 88 ans, il y a 3 mois seulement qu'il a abandonné la médecine et il conduit toujours sa voiture. Je vais bien et je suis prêt à vous informer. Malheureusement. Malheureusement, ça ne va pas être simple. Parce que, vous le savez, il existe une censure préalable. Ce que je vous dis est enregistré d'abord, puis l'on voit s'il n'y a pas trop d'égratignures à l'égard du prince. Et après, mais après seulement, on vous donne à connaître mon propos comme celui des autres candidats. Moi, j'avais pensé au meilleur moyen de vous informer profondément en vous intéressant. J'avais pensé projeter quelques séquences d'un film que j'ai fait. C'est un très bon film. Il y a 2 acteurs, De Gaulle et moi. Et ce film est composé d'ailleurs d'actualités, commentées par moi. Eh bien, ce film a inquiété le pouvoir, bien qu'il s'agisse d'actualités qui aient été vues par tout le monde. C'est parce que, comme vous le savez, dans sa vie, De Gaulle a dit tout, et puis le contraire de tout. Alors, quand on juxtapose les actualités cinématographiques au cours du septennat, on en obtient des effets extraordinaires. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu. Vous pourrez le voir quand même, mais dans des petites séances de projection privée, pas ici, c'est défendu. Puis, j'avais pensé également, c'était intéressant, faire, vous savez, une table ronde, seulement une vraie table ronde, et j'aurais invité le journaliste du Figaro, celui de l'Humanité, celui de l'Aurore, celui de 2 grands journaux de province, et même celui de La Nation. Oui, ça, vous me direz que vous ne connaissez pas, c'est vrai. La Nation, c'est le journal de l'UNR. C'est vous dire que c'est le journal que personne ne lit, nous en sommes d'accord. Eh bien, ça aussi, c'est défendu. Alors, j'ai pensé, ce qui est naturel, que le dialogue était ce qui informe le mieux le caractère contradictoire d'un débat. C'est pourquoi j'ai invité De Gaulle à venir devant les caméras de la télévision participer à un débat contradictoire avec moi. Vous verrez la date pour laquelle cette invitation a été faite. Ce soir-là, il viendra ou il ne viendra pas, mais s'il vient, ce sera le grand débat contradictoire et nécessaire que la France attend. En attendant, écrivez-moi. 19 boulevard de Sébastopol. Écrivez-moi, faites-moi part de vos suggestions, de vos critiques, afin que dans les émissions qui viennent, je puisse vous informer encore beaucoup plus complètement et beaucoup mieux. TV, 19 boulevard de Sébastopol, Paris. Et alors là, dans les émissions qui vont venir, et notamment dans la prochaine dont vous trouverez l'heure et le jour dans les journaux, je m'efforcerai de satisfaire votre curiosité. Je vous dirai ce que personne ne vous dira, à condition, bien entendu, que Dame Censure me laisse faire, mais elle aura intérêt à me laisser faire, parce que ce peuple, enfin, a besoin d'être informé sur le bilan de ce régime que je combats et sur les solutions d'avenir que je préconise. Voyez-vous,
aucun programme, quel qu'il soit, ne sera pris au sérieux. Si les moyens de le réaliser ne sont pas présentés en même temps qu'on l'énonce, c'est ce que je m'efforcerai de faire. Alors, à très bientôt, à après-demain ou lundi, je crois, pour ce premier contact. Merci et bonsoir.